Bonjour, c'est Franck de G-Team pour un nouvel épisode de votre podcast des birdies plein la tête. Aujourd'hui, nous recevons Patrice Amadieu. Bonjour à tous. Qui nous reçoit en l'occurrence, c'est pas nous qui le recevons, qui nous reçoit au golf de Massanes, où il enseigne. Il nous expliquera dans un instant dans quelles conditions. Alors, des birdies plein la tête, du rêve au projet, du projet à l'action et de l'action au succès. On va donc en parler avec Patrice Amadieu, qui sait de quoi il parle dans le domaine du golf. Et on va donc commencer par votre parcours, comprendre un peu ce qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Et la question par laquelle on commence toujours avec nos invités, de savoir comment déjà vous avez découvert le golf. Alors, on est parfaitement au bon endroit. Je n'enseigne plus à Massanes, j'y suis chez moi parce que j'y suis depuis toujours. C'est-à-dire que j'étais jeune enseignant en EPS, en STAPS à Montpellier, et en troisième année, donc l'année de la licence, il y a un prof assez visionnaire qui nous a dit: les gars, vous ne serez pas tous profs de gym, je vous conseille de regarder un peu vers ce sport qui se monte, c'était le milieu des années 80. D'accord. Et il y avait peu de golf en France, c'était encore vraiment réservé à des initiés. Et nous, vraiment, alors qu'on était très sportifs, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire, le golf, etc. On a Le rapport vaguement entre entendu parler de golf et sport, déjà, c'était pas forcément évident. voilà. Ballesteros, ok, ça nous parlait un peu dans la tête, Niklos, des choses comme ça, mais ok. Et il nous a amené là à 200 mètres de l'endroit où on est. Vous ne pouvez pas imaginer que c'était comme ça, c'était des vignes ici. Et les Jean qui sont jusqu'à dans quelques semaines propriétaires d'endroits, puisqu'ils viennent de vendre, avaient créé un petit practice dans un champ. D'accord. Et donc on a tous commencé comme ça, toute une bande là, de profs, de futurs profs de gym. Bon, sportif avant d'être golfeur. Ouais, sportif avant d'être golfeur. Vraiment dans ces années-là, moi je suis footballeur. D'accord. À bloc. Un essai à Marseille, un essai à Cannes, un essai à Montpellier. Je passe pas très loin que ça devienne vraiment ma vie. Donc vos rêves de gloire sportive, c'était fou. C'était cela. C'était jouer au vélodrome. Mon truc, c'était pas jouer le Masters, quoi. Et bon, ça se fait pas certainement parce que je suis pas assez bon. Mais je reste sportif. Je fais STAPS pour devenir prof de gym. Je crois que j'ai cette vocation assez rapidement de transmettre et d'être entraîneur. Et puis en fin de STAPS, il s'ouvre cette opportunité du golf. J'essaye, ça me plaît. Ça correspond certainement pas mal à mon tempérament, mon physique, une certaine distance avec la compétition, peu de stress, etc. Donc des progrès assez rapides. Et je me retrouve, et je ne sais même plus le timing, mais c'est allé assez vite, de ma première balle à rentrer à l'école fédérale et à devenir moniteur de golf. On parle quoi, des années 80, On fin des années 80 est fin des années 80, et fin des années 80, entre service militaire, la fin de STAPS et le monitorat, en 3 ans je suis prof de golf. C'était assez rapide. Je suis prof de golf, je ne sais pas encore très bien jouer, mais je me débrouille. Par contre, enseignant. Passionné, et puis ça démarre comme ça, quoi. Au dernier week-end où je dois jouer en DH au foot, le week-end suivant en première compète de classement, et j'arrête le ballon. D'accord. Voilà. Donc le golf démarre comme ça. Une histoire, oui, assez atypique pour le coup. Ouais, mais l'histoire d'une génération quand même. Je pense des gens qui ont 50 ans aujourd'hui et qui ont commencé à ces époques-là, où il ne faut pas oublier que la France, tout d'un coup, est passée de, je vais dire une bêtise, mais peut-être pas tant que ça, de 100 parcours à 400. Oui. En 5 ans. Oui. Et en particulier dans cette région. Ici, enfin, Paris, vraiment partout, un boom du golf. Donc là, il y a en parallèle, ici, une école qui se monte. Encore une fois, tout se passe ici. Oui. Vous allez voir, les anecdotes, elles sont ici. En parallèle, il se monte une école qui s'appelle l'AIMG, Académie internationale des métiers du golf. Je rencontre d'ailleurs Jean Beauvalon demain. Voilà, donc en parallèle à ça, je suis de la première promo, donc je fais les deux, le monitorat, directeur, etc. Et puis, début des années 90, c'était vraiment comme ça. On était parti de STAPS en survêt, on se retrouve en golfeur et on nous dit vous pouvez être ou moniteur ou directeur ou... C'était ouvert. Tout s'ouvrait, Eldorado. Donc moi je veux être moniteur, je ne veux pas être directeur à l'époque. Et je pars sur un premier job à Metz. Et donc j'ai fait ma première année au golf de Marly à Metz. Ah donc pour le coup il y a une expatriation départ sur Metz. Et je me rends compte que je suis
je ne sais pas si c'est la bonne personne, mais en tout cas, je suis au bon endroit. Sur un practice, à enseigner le golf, je suis au bon endroit. Avec des jeunes à l'école de golf, je suis au bon endroit. Ça me plaît. J'ai laissé mon meilleur pote dans le milieu ici, qui vient de se faire embaucher ici à Massanes. Et arrive à Massanes une enseigne d'enseignement qui est l'enseigne Leadbetter. Oui. Voilà. À cette époque-là, c'était un vrai contrat, c'est-à-dire que David venait quasiment un mois former les pros. David Leadbetter, donc David Leadbetter, ouais. Fondateur. Ouais. Et mon pote, il me dit, ben, on est deux, mais à la fin de l'année, on passe trois, tracasse pas, je vais militer, le poste est pour toi. Effectivement, le poste est pour moi, donc je reviens de Metz et j'arrive ici, début des années 90. Donc la parenthèse messoise d'avoir été médecine. Fantastique, fantastique, courte. mais courte, et les 3 mois de neige, on les ressent moins. Et me retrouve là ici avec donc Alain Alberti et un autre associé à nous qui s'appelle Nicolas Armand. Qui était le copain en question Non, c'est Alain Alberti. D'accord. C'est Alain Alberti, le copain en question. Vous voyez que nos histoires, vous verrez jusqu'à aujourd'hui, ont été toujours très liées. Puis finalement, on démarre par l'enseignement ici, l'Académie Leadbetter, on fait des stages. Et avec Jean Beauvillain, que vous allez rencontrer demain, qui est notre patron. Et on invente, je ne sais pas si on invente, mais on rêve en tout cas d'un espèce de centre de formation, un peu comme un centre de formation en football, pour les jeunes, pour se préparer au métier. Voilà, c'est un peu notre sujet aujourd'hui. C'était notre rêve il y a 25 ans. Et on crée, en parallèle à l'Académie internationale des métiers du golf, ce qu'on appelle le campus. Donc, ce sport-études golf. Première génération de joueurs avec un Ivoirien, un Marocain, un jeune de Mâcon qui s'appelle Raphaël Hérault, qui devient rapidement champion de France. Amateur pour le coup. Amateur, rentre en équipe de France. Donc là on parle des années 94, 95. Et un beau jour, un de ses potes de l'équipe de France vient le voir. Donc là, vous allez voir, ça c'est le truc qui fait tout, qui fait tout changer. Parce que finalement, est-ce que c'est les entraîneurs qui créent les joueurs ou est-ce que c'est les joueurs qui créent les entraîneurs? Vaste question. Je n'ai pas encore complètement la réponse, mais je suis très reconnaissant aux quelques grands joueurs talentueux qui ont garni mon palmarès d'entraîneur, mais c'est vraiment eux qui l'ont garni. Voilà, faut être objectif avec ces choses-là. Et donc je croise Raphaël Jacquin, ici, là, au practice, là, le long d'un grillage. Donc tout se passe, ma vie, tout s'est passé à 200 mètres d'ici. Qui lui était à quel niveau justement? En équipe de France amateur. D'accord. En équipe de France amateur avec ce Raphaël Hérault. Et à cette époque-là, dans la salle où nous sommes ici, c'était notre salle vidéo. Il y avait ici une espèce de petit amphithéâtre et derrière moi la télévision où j'ai fait mes armes. Et à votre place, David Leadbetter qui nous formait régulièrement. On est vraiment à l'endroit là. Là pour le coup, c'est pas 200 mètres, c'est 20 on est dedans. Je lui dis, avec ma grosse caméra, vous vous souvenez des caméras des années 90, les trucs avec les... un petit smartphone, c'est autre chose à l'époque. Avec la grosse caméra, je dis, si tu t'es jamais vu en vidéo, parce qu'à cette époque-là, ça se faisait pas évidemment. Ça se faisait pas en vidéo. Si ça t'intéresse, je te filme et puis tu te regardes, ouais, pourquoi pas, c'est cool. Rendez-vous l'après-midi, bam bam. Il vient, il se regarde, il dit, ah ouais, il me dit, qu'est-ce que t'en penses? Et je me lance, parce qu'il faut se lancer, au niveau, si on se lance pas, voilà. Il me dit, ah c'est intéressant, on peut aller taper des balles, il tape des balles, il me dit, ah ouais c'est marrant, c'est sympa ce que ça fait, etc. Il part, il rejoint un tournoi amateur, il gagne. Bien entendu, c'est pas mal son qui fait qu'il gagne. Mais quand même, la corrélation a fait que... Voilà. C'est le bon moment, tac. Donc il me dit, le mois prochain, est-ce que je peux revenir? Il revient. Puis on commence à faire ça. Et puis il veut passer pro tout de suite, là, et il va aux cartes européennes. Et à cette époque-là, les cartes européennes, il y avait un premier stage, une première étape, et si on passait cette étape, on allait à la finale. Si on loupait, on avait un deuxième stage de rattrapage qui nous renvoyait à la finale. Donc il y avait 2 essais. Lui, il va à Saint-Cyprien, je me souviens, ça se passait à Saint-Cyprien. Et il est plus 5, ou non, il est plus 3. 11 trous à jouer, 4-5 pour aller à la finale. Pas gagné. Et il fait 8 birdies d'affilée. Donc là, encore une fois, les trucs des fois, bon alors après ça arrive qu'aux champions, ces trucs, on les raconte pas, les mecs n'ont pas réussi, donc il y avait ça. Donc il va à la carte, donc il passe pro. Dans l'hiver, premier tournoi pro chez lui, pour lui,
c'est l'Open de Martinique. Il se trouve que nous ici, on a une petite académie là-bas. J'y suis avec lui, il perd en playoff contre Vandevelde. Enfin, l'histoire elle est lancée. 3 ans après, il est numéro 1 français. Et ça devient la carrière de Jacqueline que vous connaissez. 25 ans sur le tour. Top 40. Numéro 1 au gain, etc. etc. Voilà. Donc ça a été, moi c'est ça qui m'a lancé. À un moment, je me dis, oula, cette vie, c'est chaud. Hein. Donc je dis à Raph, je ne vais pas pouvoir t'accompagner. L'accompagnement sur le tour, et je lui dis par contre, le mec en lequel j'ai le plus confiance pour prendre le relais, c'est Alain. Donc Raphaël il passe avec Alain et ça se fait naturellement et ils sont encore ensemble. À cette époque-là, moi je pensais que j'allais calmer le jeu. Il se trouve que dans l'année, 2 des jeunes avec que j'entraînais montent sur le Tour européen. Donc 1 an plus tard, hop, la même vie qui repart. Bon, super, donc je fais ça. Et là, c'est vraiment le début des années 2000. Entraîneur de RAF, avec d'autres qui réussissent, etc. etc. C'est un moment où... Une densification. Ouais, il y a beaucoup de monde qui vient ici pour travailler, pour devenir pro, etc. Notre campus explose. Il y a vraiment beaucoup de monde. On a de très bons résultats. On est d'autres fois champion de France, etc., etc. Et à ce moment-là, la fédération vient me voir. J'entraîne un garçon qui s'appelle François de la Montagne. Oui, qui a eu une très bon moment de carrière. Qui monte sur le Tour européen. Et son épouse est nommée à la DTN. Et elle me dit, nous, dans le nouveau projet de la DTN, il faudrait que quelqu'un comme toi qui a monté ça dans le privé vienne monter quelque chose qui s'apparente à ça dans le domaine fédéral. Donc, j'arrive et je suis recruté pour monter les pôles. Vous avez entendu, les pôles Espoir, les pôles France, etc. Donc, 2002, création à Montpellier du premier pôle Espoir. 2004, création à Montpellier du premier pôle France. Et 2008, création ici à Massane du premier pôle élite. Alors, ça a été ma mission de créer ça. Pour vous dire, le pôle élite, à Massane, ici, dans les appartements, pendant un hiver, j'ai eu Dubuisson, Hébert, Caléca, Dubois. J'avais un beau team. Un beau team. Donc ça, c'est ma première mission à la Fédé. En même temps, on me confie l'équipe de France Messieurs. Donc je coach l'équipe de France Messieurs de 2005 à 2010. Pardon, équipe de France amateur, c'est ça? Amateur. Alors, là où j'ai eu trop de chance, hein, c'est que un tout petit peu avant que je sois recruté par la Fédé, la DTN précédente, comme je suis un jeune entraîneur qui suit Raphaël sur le tour et que Raphaël a des bons résultats, en 99 et en 2000, la fédération me nomme capitaine de l'équipe de France professionnelle pour la Coupe du Monde qui s'appelait la Denis Cup à l'époque. Un truc à 3 joueurs comme ça, à Saint-Andrews. Et donc je vis cette expérience à 90, moi j'ai 33 ans. Un truc de dingue, quoi. Comme un enfant, je dirais. Donc voilà, des trucs qui se passent. Et pour revenir à votre question, merci Raph, quoi. J'ai rencontré Raph, j'ai rencontré un champion, il est devenu vite un champion. Il a occupé vite le devant de la scène. On s'est vite demandé qui c'est qui est un peu dans son équipe, il y avait moi en tant que coach. Tout d'un coup, ça m'a donné de la crédibilité. Donc, merci Raph. Voilà. C'est marrant parce qu'on se revoit beaucoup maintenant. Et il me dit qu'est-ce qu'on était des artisans. Et on était des artisans. C'est un certain charme en même temps de faire partie de ces années. Il venait à la maison, on allait courir dans les vignes, on faisait des trucs. Enfin, aujourd'hui, ils ont des prépas physiques, des prépas physiques, dans des trucs, tout est calibré. Dans des gourdes, ils ont des potions pour avoir des prods, des trucs machin. Nous, voilà, on mangeait un steak, on buvait un coup de rouge, on était contents. Et le lendemain matin, on était levé à 7h pour aller courir. Enfin, c'était vraiment. C'est marrant, j'en parlais hier dans une conférence que j'anime pour la Fédé, mais à cette époque-là, on traçait sur la télé avec des feutres, avec le plan et tout, et quand on mettait du stylo indélébile, la télé était morte. Voilà. Alors que maintenant, on a tous des applis sur les smartphones, ça se trace avec les doigts, comme ça. C'est marrant cette évolution. C'est 20 ans, hein. C'est pas non plus. Ça allait vite. Hein. Merci Steve. Hein. Ouais, non, ça allait très vite, très vite.
Donc voilà, l'histoire se passe comme ça. Je rentre à la Fédé, je monte l'épaule, l'équipe de France. En 2000, il y a des pôles espoirs, des pôles France. On a des filles, des garçons, etc. Et la DTN me demande de me rapprocher de la DTN en tant que directeur du coaching pour un peu chapeauter les pros. Donc je fais ça quelques années jusqu'en 2016. Et en 2017, il est décidé que la politique au travers des pôles a fait son temps. Elle nous a amené champion du monde, X fois champion d'Europe, etc. Mais que peut-être il faut maintenant qu'on individualise un peu plus. Le volume est fait, on va dire. Le volume est fait, on le voit. Même aux cartes françaises, il y a des gamins extraordinaires. Maintenant, il faut peut-être être plus élitiste, plus dur en management, etc. C'est pas du tout mon style. Donc, moi, je suis un poète. Donc, se retrouver moins dans cette démarche-là. Moi, je suis moins dans cette démarche-là. En plus, ça fait 16 ans que je fais ça. Donc, moi, je trouve que c'est assez sain de dire voilà, les DTN, il faut pas, on n'y reste pas la vie. Donc, évolution. Il se trouve qu'en même temps, enfin, quelques années avant, inspiré par Golf Channel et tous ces trucs-là que j'adore, j'ai proposé au service com de développer une offre web. Donc des vidéos, Voilà, à base de tutos, de techniques, etc. Au début, ça a été donc création du nom, des rubriques, des scénarios, les machins, les castings, etc. Encore une autre forme de bricolage, mais avec un bloc dans le bricolage. Mais finalement, feuille blanche, donc grand bonheur. Un mec qui manage ça à la Fédé à la com, qui me suit à 200%, tombe sur un caméraman. Aujourd'hui, je le prendrais comme parrain de mes enfants, tellement on s'entend bien. Et on part, baluchon, et comme vous faites là, on se lance, on rencontre des mecs, etc. Et puis on fait les trucs. Ça commence à faire son succès d'estime au début. Les gens disent ouais, c'est bien, je suis pas sûr qu'ils regardent, tout ça, etc. Et puis finalement, voilà, aujourd'hui, on est dans le monde du tuto. Voilà, donc, pour arriver à l'année dernière, l'Académie FF Golf, vu cumuler 6 millions. Donc ça commence à faire un truc un peu, je dis ah ouais, on a un truc finalement, c'est à nous, ce truc-là. Je dis ouais, c'est à vous, c'est sur notre site, c'est nous. Donc là, cette année, on est passé en mode un peu plus pro. Ouais, on garde le côté, on garde notre enthousiasme, on garde notre côté détendu, sympa, sympa, vulgarisation, c'est-à-dire qu'on s'adresse aux gens qui prennent la licence. On ne s'adresse pas aux 3 initiés qui veulent que le data soit nickel, etc. On s'adresse vraiment aux gens qui prennent la licence, aux golfeurs français qui sont là et qui, quand on les croise dans les golfs, nous disent merci. Toutes les semaines, on est content d'avoir du contenu, on sent que vous vous adressez à nous. Là, on vient de faire un truc qui a très bien marché. J'étais avec l'arbitre avec qui j'ai fait les tournages sur les règles. Ça a super bien marché. Moi, je ne m'y attendais pas plus que ça. Je ne trouvais pas ça dingue en plus. Et les gens adorent. Oui, c'est toujours la difficulté quand on crée du contenu de sortir de son monde à soi pour dire ceux qui vont le recevoir, est-ce que ça va leur apporter quelque chose. Ils disent mais moi j'ai compris les règles, comme ça moi le bouquin, je ne peux pas l'ouvrir. Je ne peux pas lire de lignes. Par contre, en regardant votre tuto de 40 secondes, celle-là je l'ai compris, celle-là je l'ai compris. Bon, super. Donc la vocation c'est celle-là. On parle de technique, on parle de règles, on parle de mental, qu'on parle de prépa physique, ça doit être facilement accessible. Par contre, moi, ça c'est ma sensibilité un peu artistique, je veux que ça soit scénique, je veux que ça soit beau, que ça soit dans des beaux endroits, que ça soit au niveau visuel, etc. Donc là, cette année, on a upgradé le truc, on a des habillages qui sont beaucoup plus sympas, on a tourné la gym notamment en studio, donc ça fait un graphisme qui est incroyable, avec des fonds blancs, etc. Voilà, on va tourner au Maroc, on a des séquences qu'on tourne aux États-Unis. Ça commence, oui, on a une boîte à la prod qui nous aide maintenant. Notre community management est upgradé aussi, donc je pense que de 6 on va passer à 10, 12, parce qu'avec des bons community managers, les explosent. Donc voilà, donc ça c'est l'actualité. Ça c'est presque l'actualité. C'est presque un peu déjà le passé. Ah, d'accord. Il y a autre chose. Ouais, enfin voilà, c'est l'histoire de ma vie d'enseignant, c'est ça, c'est que il faut que tous les 2 ans il y ait un projet qui est d'accord. nouveau,
Et c'est certainement pour ça que j'ai pas passé tant de temps que ça sur le Tour européen, que j'y suis allé plusieurs Oui, fois. des belles expériences et puis Et, le sentiment qu'il faut passer à autre chose après, quoi. Ouais, mais c'est pas le sentiment, c'est peut-être moi qui suis pas fait pour cette routine de très haut niveau, rester comme ça, c'est dur. Hein. Oui. On en reparlera dans les exigences de haut niveau. C'est un sacré taf. Hein. Je voulais justement faire une petite digression sur. Vous avez beaucoup parlé de votre coaching du haut niveau. Est-ce qu'à côté de ça, vous avez gardé du coaching de base, du coaching de club Toute la période Académie Leadbetter, aucun de nous n'a cessé de faire des stages. 6 personnes, avec des débutants, avec des gens qui venaient. On n'a jamais cessé ça. Ouais. Est-ce qu'on peut se déconnecter complètement de ça? Il ne faut pas. Et c'est d'ailleurs, pas le procès, je fais procès à personne, mais c'est peut-être la critique qu'on peut faire à certains entraîneurs qui font tout de suite du haut niveau et qui n'ont jamais donné de cours. Il leur manquera toujours. Pédagogie peut-être. Ouais, en tout cas une forme de réactivité dans la simplicité. De comprendre que parfois le gars il percute pas à 200 à l'heure. Il ne peut pas y avoir toujours des gens super bien coordonnés, machin. Et que l'athlète, des fois, il est comme ça. Bien sûr, sur certains aspects en tout cas. Et je pense que ça nous a accompagnés et ça a fait du bien à notre pédard. Donc ça, jamais déconnecté que ça. Tant et si bien que dans les années 2000, exactement, je crois que c'est en 2000 ou en 2001, je suis avec Raph, il rencontre son sponsor, le Club Méditerranée qui veut le sponsoriser. Et on est au restaurant Le Congrès, à côté de Porte-Maillot, en bas là. Et la fille qui est là, la directrice marketing, nous dit c'est super, on va faire ça, etc. Elle dit mais on la dure quand même. On ne nous identifie pas vraiment en tant qu'une pédagogie, Club Méditerranée, etc. C'est le loisir, créer un truc, voilà. Et je lui dis écoute, tu me donnes 15 jours, je reviens, je te présente un truc. Et je fais beaucoup de dessins, et je dessine des bonhommes, etc., qui apprennent le golf en faisant d'autres sports, du tennis, du ballon, etc. Et le Club Med me prend cette méthode et ça devient la méthode Club Med. D'accord. Donc vous voyez, c'était très très proche quand même. À l'époque, c'était Raph, mais il y avait aussi cette notion d'apprendre. Et je crois qu'avec Alain, Nico, enfin toute la bande ça nous a beaucoup servi. Et aujourd'hui, des Olivier Léglise, des Benoît du Colombier, etc., c'est des mecs qui ont enseigné. Oui, bien sûr. Oui. Ils sont pas arrivés direct c'est des mecs qui ont enseigné. Et quand je parle avec eux, parce que j'avais fait une série de vidéos avec eux là, il y a 2 ans qui était vraiment génial, et ils appuient sur ce fait-là. Ok, le haut niveau c'est la partie émergée aujourd'hui, mais n'oubliez pas qu'on a fait du tapis. Voilà. Et que c'est la base. Et que c'est la base.